Ce sont 4 jeunes gens tout penauds qui font leur entrée dans les bureaux de la crime. Ils sont mineurs ou à peine majeurs. La jeune fille qui a porté plainte est persuadée qu'ils se sont mis d'accord sur une version commune pour la discréditer. Interrogés séparément, vont-ils raconter la même histoire? Alors question, avez-vous participé à la soirée du 11 2012 à l'hôtel? Alors vous étiez présente à l'hôtel lors de la soirée du 11. D'accord. Le point essentiel que les enquêteurs veulent éclaircir, c'est le début de la soirée, dans la première chambre, la 220. La victime affirme y avoir été frappée et forcée à boire. Allez, cul sec, cul sec, cul sec. Leur version est bien différente. Elle a reçu des coups lors de la soirée? Non. En tout cas, personne ne l'a frappé devant vous. Non. Quand vous avez bu de la vodka, elle a reçu une gifle, cette fille? Non, elle a pas eu de gifle. Là, on était tous seuls dans la chambre, là. Moi, je savais qu'elle a pas eu de gifle. Elle a bu quoi? Quelle quantité? Vous savez quelle quantité? 3 verres QC et 2 verres normalement. Au début, elle a bu, elle buvait normal et tout. Puis à un moment, elle a demandé à... elle a dit, ouais, je souhaite des petits verres et tout. Donc après, il lui a servi des plus grosses doses. Je lui ai dit de faire attention. Bon, après, elle a 19 ans. Elle pouvait plus répondre avec conscience. Parfois, non. Vu dans l'état où elle était, elle était incapable de répondre. Elle était incapable de savoir ce qu'elle est. Elle est complètement morte. Les 4 témoignages concordent. La jeune fille aurait bu de son plein gré. Personne ne l'aurait forcée à s'enivrer. Pour la suite de l'histoire, les enquêteurs vont se focaliser sur l'un des 4 jeunes, ce garçon. C'est lui qui aurait aidé le violeur présumé à traîner la jeune fille de force dans la seconde chambre, la 223. Non, je veux pas venir. Elle se serait débattue et aurait crié. Sur ce point aussi, la version est bien différente. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite donc, quand elle était ivre On l'a ramenée dans la deuxième chambre. Ouais. On l'a portée. Puis, Vous l'accompagnez dans la chambre 223. Dans quel état elle était donc vous dites Vraiment, feu quoi. Elle vomissait, elle tenait plus debout. On devait la tenir pour la mettre dans la deuxième chambre. Vous la déposez dans la chambre, vous la déposez sur le lit, comment vous faites? On l'a déposée sur le lit. Ouais. D'accord, vous partez? Oui. Selon lui, la jeune femme ne se serait jamais débattue et jamais elle n'aurait crié, même lorsqu'elle est restée seule avec le suspect. Il a dit ouais, je vais la surveiller et tout, parce qu'il a vu dans l'état qu'elle est et tout. Il disait qu'il allait la surveiller. Ouais. Est-ce que vous avez entendu des cris dans l'hôtel, provenant de la chambre 223? Non. Les 4 jeunes se sont-ils mis d'accord pour protéger leurs copains et discréditer la jeune fille? À cet instant précis, les enquêteurs en sont persuadés. Mais à la fin des auditions, une information capitale va faire basculer leurs convictions. Une heure après, il vient et il se laisse vanter qu'il avait couché avec elle. D'accord. Il s'est vanté d'avoir, comme vous dites, couché avec la jeune fille. Hein. Oui. Sachant que elle n'avait jamais couché avec une fille ou quoi, on savait pas qu'il y avait... Comment? Il n'avait jamais couché avec une fille, donc... ouais. Donc on savait pas que... Tu aurais eu un rapport avec elle. Ouais, voilà. Je pense que c'est un rapport un peu forcé, quoi. Vu dans l'état qu'elle était, je pense pas qu'elle avait envie, quoi. D'après vous, s'il y a une relation sexuelle avec elle, elle a donné son consentement ou elle était capable ou elle n'était pas capable? C'est-à-dire quoi Est-ce qu'elle pouvait s'exprimer clairement? Dire qu'elle était d'accord Je crois pas, non. Dans l'état où non, je crois pas. Si après, au niveau de si elle pouvait pas se défendre, c'est possible aussi. Si elle pouvait pas se défendre ou quoi, je suis désolée, mais elle l'a quand même violée, quoi. Les 4 jeunes n'hésitent pas à accabler leurs copains. Selon eux, la jeune fille n'aurait pas consenti à la relation sexuelle avec l'adolescent. Voilà, vous relisez vos déclarations, vous signez. Et le consentement, c'est la question essentielle, la seule à laquelle les enquêteurs vont devoir répondre pour établir le viol. Les 4 jeunes peuvent repartir. Ils n'étaient pas dans la chambre 223 à la scène de crime. Une seule personne sait précisément ce qui s'y est passé. Et pour Peggy, il est grand temps de l'interroger. Bonjour. La police de Lens.
On peut rentrer? Une seconde. Oui. Son plus jeune frère, soupçonné de viol, est à l'école. Bonjour madame. Mesdames, bonjour. Surpris par un tel déploiement policier, les parents sont sous le choc. Mais ça doit être grave ou quoi, parce que vous êtes tous là? Le week-end dernier, pas celui-là, celui d'avant. Donc ils ont fait une petite fête dans un hôtel. Puis bon, il s'est passé quelques petites choses qu'on voudrait éclaircir, quoi. Donc on entend toutes les personnes qui ont participé à cette fête. Les deux derniers à entendre, c'est... Jean-Michel prend soin de ne pas évoquer le viol pour ne pas envenimer les choses. Mais d'emblée, les parents soupçonnent une affaire grave. Car leur fils aîné, déscolarisé depuis 2 ans et signalé aux services sociaux, leur a déjà donné du fil à retordre. Quelque chose de grave, parce que ça va aller mal, Je pour sais même rigoler. pas ce qui s'est passé. Bah, de toute façon, on va... Attention, il y a longtemps que tu commences à nous emmerder tous les deux. Hein. Ça commence à faire chier quand même. Hein. Là, on a le juge a été averti, le social est averti, l'assistance sociale n'a rien fait. Ça fait 2 ans que ça dure. Là, il y en a marre. Hein. Il y en a marre. Hein. Tu vois dans quel état tu mets Tu sais comment ça va se passer? Non, mais je sais même pas ce qui s'est passé. Le frère aîné passe un sale quart d'heure. Il n'est pourtant pas au cœur de l'enquête. C'est son petit frère que les policiers ont en ligne de mire. Vous n'allez pas le chercher à l'école quand même? On va en avoir besoin, si, il va falloir qu'il vienne aussi. Il finit à quelle heure l'école? Il rentre pas avant 6h30 et donc bon, l'école... Il rentre pas avant 6h30? Oui. Vous pouvez pas le récupérer, votre fils? Ça serait plus intéressant. On va aller le chercher. Ah, vous avez Il vaut mieux vous récupérez, vous venez, nous, c'est pas plus simple. ça sera plus simple. Vous allez chercher l'autre, et puis On va y aller, hein. avec nous. Je m'en doutais, ça fait 2 ans que ça traîne. Ouais. Bah ouais. Tu as besoin de prendre quelque chose? Ouais, je vais prendre ma veste. Le grand frère est invité à suivre la police. Sa mère se chargera de récupérer son plus jeune fils au lycée. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et son instinct maternel lui fait craindre le pire. Bon, bah, tout à l'heure, hein, messieurs, dames. Il a dû se passer quelque chose, je m'habille comme ça. Il a dû se passer quelque chose de grave. Vous avez aucune idée de ce qui a pu se passer? Bah non, un viol, un truc comme ça, vous. Et je sais que mon garçon, il y a une semaine de ça, ben, on a été voir le médecin parce qu'il avait couché avec une fille. Et il a attrapé un petit champignon. Donc je sais pas. Bah, tout de suite, hein. Le frère du suspect sera entendu comme simple témoin. 1 heure plus tard, l'adolescent arrive dans les bureaux de la crime, escorté par ses parents. Donc, bonjour. Vous n'êtes tu avec moi Immédiatement placé en garde à vue, il va passer sa première nuit derrière les barreaux. Alors, entrez, allez-y. Vous vous mettez là contre le mur? Malgré son visage d'enfant, il est soupçonné d'un des pires crimes et risque plusieurs années de prison. Vous regardez là. Pour lui, c'est le même traitement que pour un délinquant aguerri. Photos, empreintes ADN, empreintes digitales. À 16 ans, il fait son entrée dans les fichiers de la police. Vous pouvez aller laver vos mains. Le garçon ne semble pas mesurer la situation dans laquelle il se trouve. Alors Peggy va tout de suite lui mettre les points sur les i. Alors, vous allez vous asseoir au fond. On te place en garde à vue. Hein, à partir de 15h30, heure de ton arrivée au commissariat. Hein. Et je vais déjà dire les faits. Donc, les faits de viol. Viol? Voilà. Hein, dans la nuit du 11 au 12 2012, commis à... Mais je l'ai pas violé. Hein. Je vais t'entendre après. Hein. Il nie en bloc et semble pressé de se défendre pour ressortir au plus vite. Et c'est comme que je peux expliquer ma version. Bah, attends 2 secondes, je te notifie déjà tes droits. Hein. Alors, est-ce que tu veux bénéficier de l'assistance d'un avocat? Bah non, pour toi ça servirait. Non, non. Toi, t'en veux pas. Comme j'ai rien fait du tout. Donc... Tu viens avec moi? Je vais descendre donc au rez-de-chaussée. Dans le huis clos du commissariat, c'est désormais une deuxième enquête plus psychologique qui commence pour Peggy. Comme souvent dans les affaires de viol, c'est parole contre parole. Celle de la victime contre celle de l'agresseur qu'elle a désigné. Sans témoin, sans preuve matérielle, les enquêteurs doivent absolument obtenir des aveux. Et pour cela, ils n'ont que 48 heures. C'est donc une audition marathon qui commence. Elle va durer 5 heures. Tu vas t'asseoir là?
Puis je vais retourner ma caméra. Voilà, et je vais... Le suspect est mineur. Comme prévu par la loi, l'entretien sera filmé. Pour le mettre en confiance, les premières questions portent sur le début de la fête, dans la chambre d'hôtel. Donc la première question que je te pose, pouvez-vous être précis sur le comportement de mademoiselle après que cette dernière ait consommé donc plusieurs verres de vodka? Donc elle était comment? Son comportement physique, on va commencer. Elle était comment? Bah, elle tenait plus debout. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était debout, elle tombait sur le mur, elle tombait sur le sol. Elle tombait sur le mur. Donc elle est tombée à maintes reprises sur le mur, c'est ça? Oui. Au niveau de la parole, elle était comment? C'était quoi ces phrases? Elle parlait ou elle disait n'importe quoi? Elle répondait oui ou non, ça va. Elle me dit ça va, et non, elle dit ouais. Donc, elle répondait par ouais et ça va. Elle parlait, elle ne répondait que par ouais. Est-ce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait ou alors, sous l'emprise de l'alcool, elle ne savait plus très bien ce qu'elle faisait? Ton impression à toi? Elle savait plus qu'est-ce qu'elle faisait. Le jeune homme vient de reconnaître que la jeune fille était ivre et n'avait plus toute sa tête. Le but des enquêteurs est désormais de savoir si dans un tel état, elle était en mesure de décider de la suite des événements. Donc elle tient plus sur ses jambes. Comment tu la maintiens avec ton pote? Un bras sur chaque épaule et on a donné derrière. Donc un bras sur chaque épaule. Donc tu as mis, grosso modo, tu as pris son bras comme ça et lui a fait comme ça. Donc ses pieds glissaient sur le sol. Oui, un peu. Selon ses propres mots, la jeune femme pouvait à peine bouger et à peine parler. Et pourtant, le garçon prétend que c'est cette jeune fille, presque inconsciente, qui aurait provoqué la relation sexuelle en se montrant très entreprenante. Avez-vous profité de la situation pour avoir une première relation sexuelle? Même au début, je voulais pas. Elle était comme ça, allongée. Elle était long. Elle me faisait ça. Viens. Mais après, elle commence à me faire des bisous là. Et elle commence à baisser mon bâton. Elle a pris avec ses mains ton sexe, c'est ça? Oui. Et elle a fait des mouvements de va-et-vient. Oui. C'est ça? Oui. T'es en érection? Non. Pas encore? C'est suite à l'alcool ou pas? Non. Bah, elle te masturbe là visiblement, et avec ses deux mains, et tu me dis que t'es pas en érection. Donc est-ce que c'est... Pour le sperme? Non, ça c'est quand tu éjacules. L'érection, c'est que t'as la quéquette qui est dure. Ah oui, c'est vrai. Bon, t'étais en érection. Ah, j'ai cru... Ouais. Son boxer, c'est toi qui retire? Bah oui, elle me l'a demandé. Donc, elle m'a dit oui, donc voilà. Elle m'a dit que ça, oui. Et quand elle a dit oui, elle l'a crié. Oui, elle a crié fort. D'accord. Pour les enquêteurs, la version du jeune homme ne tient pas la route. Alors ils vont tenter de le faire craquer. Mais sa réaction va les surprendre. Non, les violences. Est-ce que tu as commis des violences? Non, je te jure que non. Comment tu expliques qu'elle portait des traces de coups au visage? Pour ça, moi je sais T'as pas vu de blessure? Non. Je vous jure, sur la tête d'un mec qui crève maintenant que j'ai rien vu du tout, moi. Alors si c'est pas toi, c'est qui? Tu vois ça? Elle le voit. Et ça c'est après, hein, parce que tu vois, elle est venue nous voir après, hein. Si c'est pas toi, défends-toi, dis-toi comment ça s'est passé, parce que ça va pas là. Non mais je vous jure, moi j'ai rien fait du tout. Eh ben explique pourquoi elle a un bleu. Comment ça se fait qu'elle est blessée? Qui c'est qui a frappé dessus? Quand elle est partie dans les toilettes, elle s'est pris quelque chose ou quoi? Mais je vous jure qu'on a rien fait du tout. Donc pour toi, c'est elle a dû chuter et se blesser. Bah oui, mais je vous jure qu'on n'a pas nous. frappé. Je vous jure, là, sur la tête d'un mec qui crève maintenant, on n'a rien fait du tout. Malgré l'insistance des policiers, le suspect nie farouchement avoir frappé la jeune femme et il semble sincère. À la fin de la première audition, Peggy commence à douter. Les autres jeunes présents la soirée n'ont pas entendu de cris. Le personnel de l'hôtel non plus. Et les doutes de Peggy vont se confirmer. Elle vient de recevoir le rapport du médecin légiste qui a examiné la jeune femme. Ses conclusions ne collent pas vraiment avec la version de la jeune étudiante. De la victime, il n'a pas été constaté de traces de violences sexuelles récentes. L'examen de la région anale ne montre pas de lésions, ni récentes ni anciennes. L'examen de la région buccale ne relève pas d'anomalie. La jeune fille déclare avoir reçu des gifles et des coups de poing au nez à la lèvre supérieure avant et pendant les faits. Il ne persiste ce jour aucune trace visible. Ben, c'est quand même étonnant. Parce que quand il y a résistance...
Voilà. Aucune trace de violence physique. La jeune femme va devoir s'expliquer. Peggy la convoque de toute urgence. Le lendemain matin, une semaine après avoir porté plainte, l'étudiante est de retour au commissariat. Bonjour, asseyez-vous là, au fond. Mais cette fois-ci, Peggy se montre beaucoup plus ferme. Voilà, donc je vous ai fait venir. Est-ce que vous êtes bien sûr de nous avoir dit toute la vérité sur comment ça s'est passé? C'est le moment de nous dire la vérité, d'accord? On n'exclut pas le rapport sexuel, mais sur le déroulement de cet acte. Moi, j'ai bien l'impression que vous avez rajouté des choses. Peggy va rappeler à la jeune femme que si elle a menti sur un point, c'est tout son témoignage qui pourrait être remis en cause, y compris ses accusations de viol. Ce que vous avez imaginé dans votre tête, faut pas dire ça s'est passé comme ça parce que vous l'imaginez. Entre ce que j'imagine et ce qui s'est passé, il y a quand même une grosse différence. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas non plus mentir sur le déroulement des choses parce que c'est grave. Parce que si vous mentez là-dessus, on ne peut plus vous faire confiance sur rien. La jeune femme se recroqueville sur sa chaise, mais elle persiste et signe. Alors qui des deux ne dit pas toute la vérité? Elle ou l'agresseur qu'elle a désigné? Pour le découvrir, les policiers vont utiliser une technique redoutable, la confrontation. Le suspect et son accusatrice réunis dans la même pièce. Un face-à-face souvent décisif. Celui qui a menti se sent si mal à l'aise qu'il finit. Est-ce qu'ils vous ont frappé pour vous amener dans l'autre chambre? Non, je crois pas. Non. Le pressentiment de Peggy se confirme. La victime n'a été ni frappée, ni forcée à boire. Pourquoi? Sur les circonstances, pourquoi vous avez menti? Pour paraître plus crédible, pour qu'on vous croie. Explique un peu. Non, non, mais on parle. On parle avec des mots, d'accord? On n'est pas à la foire ici, hein? On s'explique. Pourquoi vous avez menti? Faut le dire. C'est marqué, faut le dire. Pourquoi vous avez menti? Pour passer plus crédible. Vous avez dit pour être plus crédible. Pourquoi vous aviez peur de ne pas être crédible? Parce que, comme je vous dis, personne m'aurait cru que j'étais pas consentante pour le faire. Que personne. Tout le monde aurait cru que j'aurais voulu cette relation. Ne me croirait. La victime a donc menti sur le déroulement du début de la soirée. Elle n'a pas reçu de coups et elle n'a pas été forcée à boire. Mais reste la question essentielle. L'adolescent a-t-il abusé d'elle? L'a-t-il forcée à une relation sexuelle? Donc en fait, je ne me souviens de rien, hein? C'est ça? Je ne me souviens de rien. C'est le lendemain que j'ai appris que j'avais une relation, c'est ça? Alors que j'étais ivre, c'est ça? C'est ça. Donc pour vous, le consentement, vous auriez pu le donner? Non. Je n'étais pas en état de donner mon consentement. Pour vous, il a profité de vous? Bah, il a profité de la situation. Comment tu as su qu'elle te faisait comprendre même? Est-ce qu'elle t'a fait un signe de main? Est-ce qu'elle t'a parlé? C'est ça, c'est la manière. Et je lui pose tout le temps, ça va? Elle m'a dit ouais, ça va. Non mais attends, entre ouais ça va et je fais l'amour, il y a quand même un pas. Mon collègue le matin, quand il me dit comment ça va, je lui dis ouais ça va, heureusement qu'on couche pas ensemble, hein, on s'en sortirait pas. Hein. C'est pas ça qui veut dire je veux faire l'amour. C'est quoi faire l'amour pour toi? Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que tu supposes qu'elle en ait envie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle te regarde, donc toi, tu la regardes. Qu'est-ce qui se passe? Toi qui supportes mieux l'alcool qu'elle, qu'est-ce qui se passe? Après, je vais lui demander l'amour. Ouais. Je vais lui demander si elle voulait faire avec moi. Donc c'est toi qui lui demandes? C'est moi qui lui ai demandé. C'est pas elle qui a demandé alors? Non. C'est toi qui as demandé? C'est moi qui ai demandé. D'accord, ça change. La veille, il prétendait que la victime l'avait aguiché et avait sollicité une relation sexuelle. Ce n'est pas elle qui a sollicité une relation sexuelle. Hein. Alors, mais c'est moi. Comment tu lui as demandé? Au début, je lui ai parlé, je dis ça te dirait pas de faire l'amour ou quoi? Est-ce que tu n'as pas profité de la situation? Pourquoi tu t'es pas dit elle est bourrée, je laisse tomber? Pourquoi tu lui as posé cette question sachant qu'elle était bourrée? Je sais pas. Il faut donner une réponse. Pourquoi tu l'as fait ça?
Pourquoi tu t'es pas dit, allez coucher, je referme la porte et je m'en vais faire la fête avec les autres? Est-ce que tu as profité de cette situation pour avoir ta première relation sexuelle? Un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu. L'adolescent reconnaît du bout des lèvres avoir abusé de la jeune femme, ce qui pourrait suffire à le renvoyer devant une cour d'assises. La jeune fille repart sans même un regard pour l'adolescent. Mais curieusement, elle se sent presque coupable d'avoir enclenché une procédure judiciaire qui pourrait envoyer le jeune garçon en prison. Qu'est-ce que vous espérez maintenant? Que l'histoire se règle au plus vite. Parce que c'est vrai que ça fait un peu mal. Et lui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il lui arrive? Je suis pas méchante, mais rien de grave. Parce qu'il est quand même mineur, donc rien de grave non plus. Certes qu'il soit puni, mais pas beaucoup. Les accusations de violence qui pesaient contre l'adolescent ont disparu. Sans ces circonstances aggravantes, le dossier s'est largement dégonflé. T'as de la chance qu'elle est revenue sur les faits des violences, t'as de la chance. Elle maintenait, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? C'était pas bon pour toi. T'étais dans le beau drap. Faut que t'aies conscience de ça, hein. Parce que ça va faire quoi? À chaque fois, tu vas trouver l'occasion d'avoir une fille bourrée puis lui sauter dessus? Bah non. On va où, là? On ne doit pas abuser d'une personne comme ça. Qu'elle soit ivre. C'est trop facile dans ces cas-là. T'as une fille qui est ivre, une qui est inconsciente, une qui dort, une qui est droguée, et puis c'est bon, à chaque fois, toutes les semaines, tu peux y aller, hein. Tu vas en trouver, il n'y a pas de souci, hein. Tu penses pas que ta première fois, elle devait mieux se passer que ça? Si, carrément. Bilan de la confrontation, un garçon de 16 ans qui reconnaît en partie les faits et une jeune fille qui admet avoir arrangé la réalité. Des mensonges qui vont avoir de graves conséquences pour elle. Car dans les affaires de viol, où c'est parole contre parole, tout repose sur la confiance. Là, elle ment quand même à 2 reprises, quoi. C'est quand même... bon. Pour emmener un dossier aux assises, comme ça, de la cour d'assises, ça ne va pas être évident, parce que comme elle a menti sur 75% des faits, il faut voir ce qui reste, est-ce qu'elle dit vraiment la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, voilà. Quand on commence à mentir, revenir et rementir, c'est difficile de rendre crédible quelqu'un, c'est pas possible. Alors que si dès le départ on a une bonne version, en effet, hein, ça n'exclut pas que le consentement n'y était pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer de sa crédibilité à elle maintenant? Voilà. L'enquête est terminée. C'est maintenant au procureur de décider des suites de l'affaire. Il est informé par téléphone du dossier, loin de notre caméra. Quelques minutes plus tard, sa décision est sans appel. Infraction insuffisamment caractérisée. L'affaire est classée sans suite. Ok, donc j'ai eu le procureur de la République. Il a décidé de classer le volet viol. Voilà. Donc ça sera classé. Donc bon, c'est le procureur qui tranche. Hein. C'est hyper frustrant. C'est quoi ce qui est frustrant? C'est frustrant parce que bon, c'est de l'investissement, c'est du travail. Nous, on a quand même travaillé depuis une semaine sur ce dossier. Et puis, bah voilà, forcément, au fond, on sait très bien qu'elle est plus crédible. Faudra